Aujourd'hui, amis réfractaires, nous allons accomplir le devoir de citoyen que vous n'avez pas rempli ces derniers jours, puisque notre président de la République, Emmanuel Macron, le bien-aimé, a parlé sur France 2. Et il va falloir se le taper. Hein. Mais vous le savez, la situation en France aujourd'hui est assez critique puisque nous sommes dans une crise économique assez forte, avec une crise financière qui arrive, avec des taux d'emprunt à la dette, qui sont en train de s'envoler, avec le nombre de milliards de dettes qu'on est en train de se contracter, avec une inflation qui est grandissante, avec une récession qui approche, avec un manque de gaz et d'électricité qui arrive, plein de gens qui vont tomber dans la misère, des mouvements sociaux qui commencent à se réveiller. Et en plus de ça, tu as la guerre en Ukraine où tout le monde essaie de se dire bon vas-y, on va aller vers une guerre nucléaire parce que c'est tellement bien les guerres mondiales. Et évidemment, par-dessus ça, tu as une crise écologique qui fait que là, nous sommes en octobre, sauf qu'on a l'impression d'être en juillet. Tout va bien, les gars. Franchement, faut pas paniquer. Mais là, il a fait une vidéo sur le National où il va montrer comment est-ce que la France va résister face à tous ces aléas. Il va réussir à sortir les gens de la misère, à faire en sorte que tout le monde puisse travailler, le plein emploi et toutes ces choses qu'il a promis et que tout le monde sait qu'il ne fera pas. Mais il va quand même continuer à l'affirmer devant la télé puisque la Macronie est en campagne, hein, évidemment un peu comme tous les partis politiques, vu que l'Assemblée va peut-être être dissolue, on sait pas trop, puisque là ils enchaînent les 49-3, et t'as les Républicains, bref, on va en parler de tout ça, c'est le bordel, mais Macron va rétablir l'ordre grâce à cette interview qu'on va voir ensemble. Ok, vous êtes prêts pour l'interview de l'année, incroyable. Faut être fort. Franchement, il y a de l'ambiance, hein. C'est un peu long, mais il y a de l'ambiance. Non, nous sommes en train de traverser une crise. Des crises même. La guerre qui revient en Europe, nous l'avons évoqué. Ok, 10 secondes et il m'insupporte déjà avec ses pauses à la con. Mais on va tenir. Et elle a des conséquences multiples sur les prix de l'énergie, prix de l'alimentation. Et donc, ça touche nos vies. Il a raison, tu vois, de dire, évidemment, la guerre en Ukraine et tout ça. Plus particulièrement, en fait, les sanctions qui ont été mises en place. Qui provoque ces trucs-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'augmentation de l'essence, ça n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour augmenter. Et l'augmentation des prix de l'alimentation, de l'énergie en général, mais aussi des matières premières, et du coup, ça propage dans toute l'économie, ça fait aussi plus d'un an maintenant que ça augmente. L'inflation, elle n'est pas due à la crise en Ukraine. Elle a peut-être été augmentée par cette guerre-là, mais c'est pas le cœur du truc. Elle existait déjà avant. Comme la crise Covid. Et donc, pour traverser cette tempête, on doit protéger les plus faibles. Wow. Nos étudiants, nos familles les plus modestes, nos entreprises les plus fragiles, aussi notre industrie. On doit pousser ceux qui ont plus de force à encore faire mieux. Et puis, on doit aussi garder notre cap, qui est... Ça fait très développement personnel, tu sais. Vraiment, le discours, il faut qu'on soit fort. Ensemble, il faut que les faibles puissent tenir et que les forts puissent contribuer à l'effort national parce que nous sommes une grande nation. Ok. Du coup, la taxe sur les super profits, du coup, tu l'as fait ou pas ? Bref. Comme Macron, souvent, il y a le discours qui peut être bien, même s'il est insupportable. Mais est-ce qu'il y a les facts derrière ? Est-ce qu'il y a les faits ? On n'est pas sûr. Et donc, comment on va faire ? On va accompagner, donc, renforcer nos dispositifs pour nos étudiants. On l'a fait avec le repas à 1 euro pour les boursiers. On va, comme pendant la crise Covid, maintenant les élargir, mieux accompagner avec à la fois nos CROUS, donc nos restaurants universitaires, et puis les associations avec lesquelles nous travaillons. Alors là, je ne sais pas si je vous le mets au montage, mais en gros, il a parlé pendant 1 minute des étudiants qui allaient galérer pour acheter du poulet. Il a dit, on va mieux les accompagner. Il n'y avait rien de précis, de dire comment est-ce qu'on va les accompagner, etc. Comment est-ce qu'on va augmenter la production, parce que quand il parle du poulet qui a augmenté de 50%, c'est parce que tu as eu des graves problèmes de crise, de grippe aviaire ou de conneries comme ça, et du coup, ils ont dû décimer énormément d'élevage. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va réussir à changer nos modèles de production pour qu'ils puissent s'adapter au changement climatique, pour qu'ils puissent s'adapter aux épidémies qu'il y a de plus en plus dans les élevages, etc. C'est ça, le truc. Il faut qu'on arrive à produire de la bouffe. C'est pour ça qu'à un moment donné, il suffit pas de balancer du fric par les fenêtres comme ça en disant ça va régler les problèmes, on va faire des chèques, des aides, des machins. Si à un moment donné, tu t'occupes pas de question de la production, ça ne va pas arranger les choses. Mais on a des mécanismes pour les plus faibles, si je puis dire, et pour le salaire minimum. Il a failli dire pauvre. Tout ça est très compliqué. Mais pourquoi vos prix augmentent ? C'est parce que le coût de production pour, par exemple, vos agriculteurs, pour celles et ceux qui ensuite transforment vos aliments, augmente. Et donc, si on veut tenir ces prix et aider... C'est très compliqué, mais c'est vraiment très complexe parce que vous êtes un peu con. Les prix, ils augmentent parce que ça coûte plus cher à les produire. Et du coup, quand les entreprises veulent conserver leur marge pour payer les salaires et tout ça, elles sont obligées d'augmenter les prix aussi. Ça va, vous arrivez à suivre. Je sais que c'est compliqué l'économie, présentée comme ça, mais faut vraiment vous l'expliquer, vraiment, parce que vous êtes des idiots, quoi.
nos compatriotes, comme je viens de le dire. Et pourquoi pas bloquer les prix, comme on l'entend parfois dans le débat public? Blocage administratif des prix. Parce que nos prix ne sont plus administrés depuis le début des années 80. Tous les compteurs de notre économie, et on réadministre les prix. Ça va tout désorganiser. Les conséquences seront bien plus grandes. Donc, ce qui est bien avec le blocage des prix, c'est que, en fait, ça résout un problème auquel Macron ne va jamais parler, c'est le problème des marges, en fait, des grosses entreprises. Que ce soit les grandes distributions ou que ce soit ceux qui font du transport maritime ou ce genre de choses. À chaque fois, avec la crise qui augmente, eux, ils augmentent leurs marges. Ils augmentent leurs marges, ces enfoirés-là. Et en bloquant les prix, en fait, tu contrôles ces marges-là. L'idée, c'est pas que ces entreprises-là ne puissent plus faire de marge parce que c'est avec ces marges-là qu'elles fonctionnent, mais que ce soit calculé pour faire en sorte que elles soient très limitées, ces marges-là, pour qu'eux, ils ne s'empiffrent pas pendant que nous, on paye l'inflation. Et ça permet en fait concrètement, pas forcément de régler tout le problème, parce que le gaz continue d'augmenter, parce que l'essence continue d'augmenter, mais au moins ça permet de résoudre le problème de Total qui se fait 16 milliards de bénéfices en un semestre. Ça permet de résoudre le problème des grandes distributions qui se fait beaucoup de pognon, et t'as Elucide qui a sorti une série d'articles là-dessus si ça t'intéresse, en description. Bref, ça permet en fait de réguler sur les différentes entreprises qui se font indûment du pognon là-dessus, et donc de récupérer ce fric-là et limiter réellement l'inflation, parce que les intermédiaires arrêtent de s'en foutre plein les poches. Alors peut-être que tu as d'autres dispositifs qui permettraient de faire quelque chose d'équivalent, qui ne sont pas le blocage des prix, par exemple des taxes sur les super profits, des impôts là-dessus. Et donc ce manque de régulation-là, c'est ça aussi qu'on paye. Il y a et la guerre en Ukraine, mais tu as aussi la déstabilisation du Covid, mais tu as aussi le fait que ces entreprises-là se sentent permises de faire des profits que nous, du coup, on paye sur les prix de l'alimentation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que celles et ceux qui produisent les biens que vous consommez, on les aide à absorber les prix de l'énergie pour qu'ils ne vous les transmettent pas. Donc pour les ménages, je le disais, on va mieux... Mais là, ce qu'il ne comprend pas, c'est que tu as des... Enfin, qui ne comprend pas. Évidemment, il le comprend. Mais tu as des entreprises qui ne vont pas le faire. Tu peux leur dire, ça c'est tout le cirque de Bruno Le Maire qui est constant, c'est à chaque fois il demande aux entreprises de faire des efforts, et à chaque fois ça ne fonctionne pas, parce que tu ne peux pas demander à des entreprises de faire des efforts. Tu peux demander à la petite PME, parce que c'est un artisan, un boulanger qui va se dire, oh bah tiens, je vais faire ça pour la nation, machin. Ok, là ça peut marcher, mais quand c'est des grosses entreprises comme Total, ce sont pas des individus, ce sont pas des êtres humains, ce sont une putain de bureaucratie avec des comptables de partout, qui sont juste là pour se faire du fric, et que s'ils sont rendus là où ils en sont, c'est parce qu'ils sont devenus experts dans maximiser les profits et les marges. Donc leur demander gentiment, ça ne marchera pas. Il faut les contraindre. Et c'est pas grave, tu vois, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Ce ne sont pas des individus, ils n'ont pas d'émotion, les entreprises. C'est un statut juridique avec des grandes tours à Paris et plein de gens dedans, c'est tout. Et pour nos collectivités locales, parce qu'il y a aussi beaucoup de communes, de maires qui nous écoutent et de collectivités qui aident nos ménages au quotidien, on va leur mettre en place un système qui va amortir le choc des prix de l'électricité et faire que si ça s'envole, eh ben, en quelque sorte, on va vous garantir un prix raisonnable. Et puis, pour les entreprises de taille... Nom de Dieu, si c'est fait là, en octobre, en novembre, bah, ça aurait pu être fait dès mars, en fait. Dès le moment où la France a décidé d'appliquer les sanctions contre la Russie, et donc dès le moment où ils ont décidé de créer une profonde crise énergétique en Europe, ils auraient dû prévoir le truc, planifier, anticiper l'augmentation de l'énergie et faire en sorte que ces entreprises-là soient protégées avant qu'elles doivent payer leurs factures. Sauf que là, ça fait 6 mois que les factures, elles n'arrêtent pas d'augmenter pour ces gens-là. Ça fait 6 mois qu'ils sont dans la merde. Et la seule chose qu'il dit aujourd'hui, c'est que peut-être un jour, on va vous arranger, les gars. Ah, mais on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop quand, mais ça va peut-être s'arranger. Donc la vision à long terme, là, c'est incroyable. C'est pour ça les libéraux, là, enfin les néolibéraux, ils se disent oui, les entreprises, c'est important, machin. Mais à quel moment ce genre de politique s'est adapté réellement à ce qu'est une entreprise? Parce que quand tu as des salariés et que tu ne sais pas si tu vas les payer, parce que tu as une crise énergétique, il te faut des garanties, même si c'est des garanties qui sont peut-être un peu faibles, mais quand même des garanties qui te permettent de planifier pour savoir si oui ou non tu vas licencier dans 3 mois, si oui ou non tu vas fermer boutique dans 3 mois ou pas. Une question sur les finances publiques, Monsieur le Président. En 2023, l'État doit emprunter 270 milliards d'euros sur les marchés. Ce sont des chiffres de l'agence France Trésor. En 2021, pendant la crise du Covid, les taux étaient négatifs. Aujourd'hui, quand on emprunte sur les marchés financiers, on emprunte presque à 3%. La question est la suivante. Si les taux continuent de monter, ce qui est probable, est-ce que vous avez un scénario? Intéressant, j'aime bien la question. En vrai, les questions, pour l'instant, elles sont bien. Je trouve que c'est une bonne interview. Il n'y a pas trop de contradictions, mais au moins, les questions sont bien. Ce qui est intéressant sur les taux, c'est que le projet de loi finance qui a été mis en place est basé sur le quasi-plein emploi qui va arriver grâce à la réforme retraite. Aucun sens. Et sur le fait qu'on emprunte au marché financier à un taux à 2%, je crois.
Le taux à 2%, on l'a dépassé depuis des jours et des jours. Et donc là, ça oscille entre 2,7 et 3, ce qui est énorme, ce qui est assez historique. On n'avait pas vu ça depuis 10-15 ans. Et donc pourquoi ? Parce que la BCE a changé sa politique, elle arrête de racheter indirectement tous les bons du trésor public des États, et que du coup, les marchés financiers, ils ont plus cette assurance qu'ils vont être remboursés, et donc ils augmentent les marges, puisque eux, ils veulent se faire du pognon. Alors qu'après, évidemment, on pourrait directement imprimer de l'argent de la BCE, ça règle pas le problème, mais au moins ça règle le problème des taux d'intérêt, et que bien gérer, ça aurait pu nous permettre de faire une transition véritablement agricole, énergétique, etc. Ça aurait dû être fait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais vu que là, c'est encore plus la merde, et ben ils osent encore moins faire les choses, et du coup, ça traîne, et on paye les conséquences de tout ça. Comment on finance ces mécanismes ? On les finance grâce à ce que nous avons mis en place en européen, qui est cette fameuse taxation sur les surprofits ou cette rente que font certains producteurs. Super profit, je sais pas, ça a été mis en place, je suis pas sûr que ça a été mis en place encore. Hein. Sans divulguer d'études d'impact, la Commission européenne avait avancé qu'une telle taxe pourrait rapporter 25 milliards d'euros à l'échelle européenne, et selon beaucoup de spécialistes, c'est beaucoup moins. Selon Bercy, la part française de cette taxe ne devrait rapporter que 200 millions d'euros, alors que le CAC 40 s'est bouffé 72 milliards de bénéfices premier semestre 2022. Donc ça veut dire qu'ils ont attendu encore une fois 8 mois pour faire leur putain de taxe, alors qu'ils auraient dû le faire dès le début, dès les sanctions prononcées contre la Russie. Et quand ils la sortent enfin au niveau européen, c'est pour récolter 200 millions au niveau français. C'est que dalle, c'est rien du tout, c'est du foutage de gueule. Total va continuer à se faire des milliards de bénéfices, et toutes les autres entreprises françaises très grosses vont continuer à se faire des milliards d'euros de bénéfices, pendant que nous, on est en train de trimer comme des cons. Et à un moment donné, la crise, machin, c'est l'Ukraine, c'est surtout du vol, et quand on suit le pognon, on sait très bien où il va ce pognon-là, quoi. Et donc en tant que président, il dit oui, ça va être la merde, on va faire des trucs, on sait pas trop, mais tout ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on va pas taxer ceux qui profitent de la crise. Super, vraiment le patriotisme à la Macron, c'est incroyable. Hein. Ah, il me saoule, ah, il m'énerve. On tient la croissance et on va créer plus d'emplois, et donc on a une stratégie de plein emploi, et j'y reviendrai, c'est pour ça qu'on fait la réforme du marché du travail, la réforme des retraites, et on baisse les impôts. On a une stratégie macroéconomique qui est cohérente, française et européenne, c'est d'ailleurs pour ça que nos taux baisser les impôts ne s'envolent pas, et que les écarts de taux que nous avons avec, par exemple, nos voisins allemands ou d'autres ne s'envolent pas non plus. Très intéressant. Je crois que toute la politique menée par le gouvernement, ce n'est que des gages donnés au marché financier pour qu'ils continuent à filer du pognon à la France. Ce n'est que ça en réalité. Quand il dit on va gérer le budget et on va faire en sorte de piquer un maximum de pognon, y compris dans les caisses sociales des retraites, en fait, il dit aux investisseurs qui achètent le bon du trésor que quoi qu'il arrive, on va vous rembourser parce qu'on est capable de piller notre propre peuple pour vous rembourser, et qu'on va continuer à le faire. Donc par pitié, n'augmentez pas nos taux d'intérêt. Et donc en fait, ce qui est en train de se passer, et ce qu'il n'explique pas, parce que tu as l'idéologie de l'Union européenne derrière tout ça, c'est que tu as une concurrence qui est en train d'être faite, et que la France essaie de se positionner. Elle essaie de se positionner au niveau du marché du gaz pour réceptionner le gaz chinois, le gaz états-unien, pour pouvoir après le refiler en Allemagne. C'est pour ça qu'il est en train de stopper aujourd'hui tous les projets de gazoduc avec l'Espagne, pour qu'il puisse être le seul port qui est capable d'alimenter l'Allemagne, et du coup de faire la petite taxe qui va avec, et de favoriser Total, qui est le numéro 2 au monde du GNL. Il va faire en sorte d'avoir une politique très agressive pour pouvoir rembourser un maximum les emprunts, pour avoir un taux d'intérêt très bas, et espérer que l'Allemagne, l'Angleterre se pètent la gueule pour pouvoir ressortir. Mais en fait, la crise, ça va être juste une manière de redistribuer les cartes. Je voudrais vous emmener à la rencontre des Français, Monsieur le Président. Vous les voyez souvent, les Français. Mais cette fois-ci, Laurent Bignalas, qui sillonne la France depuis longtemps, eh bien, cette France-là aussi, lui aussi, il la connaît bien. Il est allé à la rencontre de ces Français qui travaillent, mais au fond, qui ne s'en sortent plus au quotidien. Mathilde et Sébastien, vous allez les rencontrer. Ils vivent avec leur fils Nathan. Voilà, on est le week-end et on est avec Mathilde et son fils Nathan, monsieur. Sébastien est resté à la maison. C'est pas son truc, les courses. Moins 50%. Oh, direct, les promos. Ah bah tout le temps. Vraiment, ça c'est... bref. Ouais. Toi Nathan aussi, tu fais attention quand tu choisis les produits? Toujours prendre la sous-marque. Alors que la semaine dernière, elle était à 78. 1,11 €. Tu vois? Allez. Mathilde, il y a des choses qu'on disparaît. J'aime bien, ils sont contents et tout, mais c'est un peu voyeur. Mais c'est vrai, en même temps, c'est vrai, tu vois. C'est vrai, genre, choper les promos, quoi qu'il arrive et tout. Vraiment, les supermarchés, quelle angoisse. Hein. Bonjour. Ben, on vient d'en avoir pour 42 €. Avec voilà. tout ça, voilà. J'allais dire belle performance. Oui, ça c'est sûr. Tu vois, la crispation, tu vois, ça rigole, mais bon, on sait ce qu'il y a derrière, quoi.
Ça fait longtemps que vous êtes parti en vacances la dernière fois? Oula, Nathan, il n'était pas né. Ça vous manque? Ah oui, changer d'air, oui. Là, donc, on est obligé de chauffer à la cheminée. Du blanc, comme on dit. Oui. Du peu. Tu vois, ils sont... Enfin, je sais pas, pour ceux qui sont pas trop dans le mood un peu, mais en fait, tu travailles super tard, tu rentres chez toi, en fait, t'as rien à faire, il faut que tu casses du bois, il faut que tu ailles faire les courses, mais vu que t'as pas assez de fric sur ta putain de compte bancaire, bah en fait, tu peux juste prendre 40 balles à chaque fois en espérant que ça passe, tu vois. Et donc, en fait, t'es tout le temps à essayer de gratter la moindre truc, à essayer de stresser, à machin, et c'est l'enfer. Hein. C'est pour ça quand les syndicats ils disent oui, il faut faire grève, les machins, les trucs, ouais, franchement, ouais. Mais c'est ça la réalité du quotidien, quoi. C'est que c'est déjà immensément la galère, alors qu'on va pas cracher sur 50 balles, 100 balles pour faire grève, surtout pour un truc où, bon, on sait pas trop si ça va être utile, quoi. C'est ça le quotidien qui mène, c'est la tête dans le guidon. Et là, ça fait des années, tu sais, ils ont pas pris de vacances depuis 10 ans. C'est chaud, hein. En vrai, c'est chaud. Pour nous, on pense déjà que c'est trop tard pour nous. On pense plus à nos enfants. C'est à nous de nous battre maintenant pour la prochaine génération. Et qu'est-ce que vous diriez ou demanderiez? Ils ont 35 ans, ils ont ce discours-là, quoi. Ils ont 35 ans, 40 ans, ils ont ce discours-là, quoi. C'est terrible. Voyez-vous au pouvoir politique en place, par exemple, aujourd'hui? Bah, Pour vous et tant d'autres Français qui sont dans la même s'adapter à situation. tous les Français. Et non pas une certaine classe. Pour Allez, vous, il y a des partis pris, ça dit les il y a termes. des gens qui sont délaissés, vous en faites partie? Ah oui, totalement. Bah, les travailleurs sont délaissés. Pour être bien vu en France maintenant, il ne faut plus travailler, il ne faut plus avoir de revenus, il faut toucher toutes les aides. Tout simplement. Non, ça avait si bien démarré. Mais c'est tellement une réalité, ce discours. Ces Françaises et ces Français qui travaillent, qui veulent vivre dignement de leur travail, bâtir un patrimoine, le transmettre à leurs enfants, c'est notre modèle. Non! C'est ce qui a... En 2018, on a failli te botter le cul pour ces raisons-là. Ça fait 4 ans, frérot. 4 ans, et on est toujours dans la même situation. Arrête de faire croire que tu fais des trucs et que c'est ta préoccupation. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça fait 4 ans, frérot. 4 ans. Bordel. fait la force de notre pays, c'est ce qui la fera demain. Non, arrête Et avec donc, tes discours. ces Ça ne se mange pas, la langue de bois, d'accord? Ça ne se mange pas. Donc arrête avec ces trucs et fais en sorte qu'on arrive à vivre dignement. Au moins faire ça. Dans l'urgence, qu'on puisse vivre dignement. Bordel. Le SMIC, cette année, il a augmenté de plus de 8%. Mais quand on est juste un petit peu Et au-dessus donc, du SMIC, c'est beaucoup après la plus dur, dynamique du coup. des salaires, si on met toute la chaîne des salaires Oui. sur une indexation automatique, Oui. qu'est-ce qu'on fait? On entretient la hausse des prix. Et on a une boucle prix-salaire. Et une boucle prix-salaire. Donc en fait, qu'importe ce que tu fais, si tu augmentes les salaires, tu augmentes les prix. Tu vois, c'est mécanique. D'où prix égale salaire. Ce n'est pas économiquement viable ce que tu dis. Ça veut dire que toute augmentation des salaires produirait une augmentation des prix. Ce n'est pas le cas. Et que toute diminution du salaire provoquerait une diminution des prix. Ce n'est pas le cas non plus. D'accord? Et si tu augmentes les salaires, tu augmentes aussi la consommation intérieure. Et si tu organises bien l'économie en amont, ça va permettre aussi de faire circuler plus de pognon. Donc les entreprises auront plus d'argent, elles auront des carnets de commandes plus remplis, ils vont pouvoir embaucher. Et du coup, s'il y a des gens qui embauchent, il y a plus de création de richesses, etc., etc. Et du coup, tu rentres dans un cercle vertueux aussi. Tu vois, toutes les politiques keynésiennes qui ont été menées pendant des années et des années ont fonctionné pour cette raison-là. Alors c'est sûr, il aura fallu rogner les marges des grosses entreprises, il aura fallu organiser mieux l'économie, ils ne le font pas, et du coup la conséquence c'est on va pas augmenter les salaires. Et ça va permettre aux grosses entreprises de pouvoir garantir évidemment leurs marges, leurs profits, et donc leurs dividendes, et qui sont contents quand ils récoltent les dividendes, c'est ceux qui achètent de la dette française, c'est-à-dire les marchés financiers. Et c'est là où tu vois que tout ce système-là est assez cohérent au final. Deuxième chose, nous avons mis en place ces dernières années une prime qui est elle aussi défiscalisée et sur lesquelles les employeurs ne payent pas de charges. Ça qui est décevant aussi, pardon, mais avec les libéraux, c'est qu'en gros, un problème, ok, on fait une prime défiscalisée. Ok. Ouais, on balance des chèques. Ok. Et c'est tout. Toute la politique de Macron, c'est balancer des chèques et faire des trucs défiscalisés. Voilà. Pour nos soignants. Mais nous ne sommes pas une économie administrée. Mais et donc, moi, alors- je suis pour qu'il y ait dans les entreprises une négociation sociale qui permette, quand les choses vont bien, que le cycle est bon, d'augmenter la... Par contre, quand il y a des négociations qui se font à Total, là, il y a des réquisitions de salariés qui sont totalement illégales et tu as énormément de discours en mode oui, c'est des preneurs d'otages et tout ça. On essaie de briser les grèves au maximum. Mais quand même, il faut faire les négociations. Mais avec la CFDT, c'est quand même beaucoup mieux. Le dialogue dans une entreprise sur le partage de la valeur créée
est un débat légitime et même nécessaire. C'est ce qui permet de créer du consensus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça n'est pas l'État qui doit le faire. Le CAC 40 fait plus de 70 milliards de bénéfices en pleine crise économique. Donc, tenir un discours qui consiste à dire « il faut passer par le dialogue social et que l'État n'intervienne pas » est un discours de lâche. Vraiment de lâche. Tu peux pas dire ça. La réalité est contre toi, Macron. Vraiment, tu peux pas dire ça. Sur le principe, tu peux dire « oui, le dialogue social, ça ne fonctionne pas ». Donc, soit tu acceptes que ça ne fonctionne pas et tu agis contre, et là, tu agis en tant que vrai président qui tient sa parole, qui tient ses valeurs, qui tient son pays, soit... t'es une grosse merde, en fait. Pardon, ne m'envoyez pas la police, s'il vous plaît. Parce que si l'État le fait pour tout le monde, partout, à ce moment-là, on détruit des emplois. Parce que vous avez en ce moment même, et on l'évoquait en fait un instant, des petites entreprises qui sont dans des secteurs difficiles, qui, elles, perdent de l'argent. Si je leur dis, vous allez augmenter les salaires, elles n'y arriveront pas. Elles devront ou fermer des sites ou détruire des emplois. La moitié des salariés français sont dans des entreprises de plus de 250 salariés. Mais très bien. Moi, je vais aller sur ceux de moins de 250. On prend le boulanger. Le boulanger, ok, il va devoir payer, 200 euros, 300 euros de plus pour son salaire, sa masse salariale par mois, disons. Ok, parce qu'il y a une augmentation générale des salaires. Mais du coup, il y a combien de clients qui vont revenir ou qui vont acheter plus de pain ou de meilleure qualité parce qu'eux-mêmes, ils auront gagné 200 euros en plus. Je veux dire, le pain, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui consomment. Là, vous qui êtes accro au gluten, c'est une bonne chose, du coup. L'augmentation des salaires, ça va permettre d'augmenter les chiffres d'affaires aussi de ces entreprises-là. Alors, évidemment, il y a des cas où ça va être très prononcé. Et il y a des cas où ça va pas être prononcé du tout parce que c'est des sous-traitants, de grosses boîtes ou que sais-je. T'as autant de cas particuliers que t'as d'entreprises, enfin de secteurs plutôt. Donc, en fait, la question, c'est, oui, il faut augmenter en général tous les salaires, mais peut-être qu'il y en a qu'il faut augmenter moins que d'autres. OK ? Mais du coup, c'est votre boulot, en fait. Ils ont des milliers de bureaucrates qui sont payés pour faire ça. C'est votre taf de pouvoir faire des lois qui font la différence entre les entreprises qui peuvent augmenter beaucoup les salaires et ceux qui ne peuvent pas augmenter beaucoup les salaires. C'est votre travail. Donc, arrêtez de dire que, oui, il y a des difficultés. Évidemment qu'il y a des difficultés. Tu gouvernes un pays, frérot. Tu t'attendais à quoi ? Tu t'attendais à ce que tout soit simple ? Non, c'est compliqué. Il faut de la nuance, il faut de la subtilité. Travaille, bordel. Travaille, on te paye combien, là ? Bordel. C'est pas la question de la taille, c'est la question du secteur aussi qui compte. Oui, vous avez des entreprises, on en a cité la semaine dernière en parlant de Total, qui vit très bien. Elle a d'ailleurs consenti par le dialogue social, même si on a... Vit très bien. 16 milliards de bénéfices. Premier semestre. 16 milliards. Milliards de bénéfices. Pas de recettes, de bénéfices. Mais ils vivent très bien, tu vois. Ils mangent pas que des pâtes au repas de famille, tu vois. Ouais, on s'en doute, frérot. Donc, quel message faites-vous passer aux chefs d'entreprise ? Le message que je fais passer aux chefs d'entreprise, c'est que nous sommes une nation avec un modèle social, une politique industrielle, des forces. Il n'y a pas de valeur durable qu'on crée si elle n'est pas justement partagée. Et donc, quand on crée... Ça fait 5 ans qu'ils ont le même discours, ça fait 5 ans qu'ils ne partagent pas le pognon, mais là, avec cette énième intervention sur France 2, enfin, les grandes entreprises vont dire on va partager. Évidemment qu'il ne va pas les faire, c'est eux qui l'ont mis à sa place, la bordel. Et que le jour où Bernard Arnault veut dégager Macron, il envoie un mail et tu as tous les médias qui, hop, se mettent à genoux comme ça et qui obéissent. T'inquiète pas que ça va le faire. Je pense que le plus important pour nous tous, c'est d'investir pour transformer le modèle, continuer à produire et créer des emplois. Et ensuite, c'est de le distribuer. À vos actionnaires et à vos travailleurs. C'est la règle des 3 tiers. Ça ne marche pas si on donne trop aux actionnaires. Pourquoi tu veux donner aux actionnaires ? Pourquoi tu veux donner du fric aux actionnaires ? Ça rime à quoi ? Les actionnaires, ils achètent une part de l'entreprise et ils gagnent des millions et des millions de dividendes. Ça rime à quoi ? De filer le pognon qui nous manque terriblement pour nous, pour vivre tous les jours, nous qui créons la valeur. Ça sert à quoi de l'envoyer à des putains d'actionnaires ? J'oubliais. C'est les mêmes qui vont racheter les titres d'émission d'État. C'est eux qui nous filent la dette. Ah, merde. En fait, les marchés financiers nous ont bien baisés, mais on va surtout pas changer le programme. On va surtout pas le dire à tout le monde. Et on va continuer à faire croire que c'est une question de valeur, une question de philosophie, évidemment. Vas-y. C'est de dire, quand vous avez d'un seul coup une augmentation des dividendes pour vos actionnaires, alors l'entreprise, elle doit avoir un mécanisme qui est identique pour les salariés. C'est-à-dire soit faire de l'intéressement participation qu'elle augmente, soit augmenter les salaires. Et si elle ne le fait pas, elle ne le fait pas. Ah non, dans ces cas-là, l'objectif de ce mécanisme nouveau, c'est d'avoir une contrainte, c'est de pouvoir lier les deux. Ok, c'est quoi la contrainte ? Et il faut pouvoir le définir. Et ça, c'est quoi la contrainte ? le dialogue social qui doit le...
C'est quoi la contrainte du coup, Macron? On sait très bien que tu fais des annonces mignonnes comme ça, mais c'est quoi la contrainte? Tu vas vraiment taxer Total et leur taper sur les doigts? Tu vas vraiment leur piquer le pognon s'ils ne le distribuent pas aux salariés? Tu vas vraiment faire ça, Macron? Ne fais pas que des annonces comme ça, va au bout de tes annonces. Fais pas juste des langues de bois, là. Très bien. On parle des retraites quand même, là. Non, mais on y vient, mais je recontextualise. Ça, c'est ce qu'on travaille. On a ensuite un modèle social. On protège plus que les copains. Pendant le Covid, on a plus protégé. Ah, on protège plus que les copains, les gars, hein? Mais oui, parce que vous avez 14 ans. Vous avez 14 ans, vous ne comprenez rien aux relations internationales, à l'économie. Du coup, je vous prends pour des gamins. Il nous prend pour des gamins de 4 ans. Il nous prend pour des putains de gamins de 4 ans. Ça vous montre les dépenses publiques, dépenses des administrations publiques dans notre pays, en pourcentage du produit intérieur brut. Puis à droite, le poids des prélèvements obligatoires. Vous voulez dire qu'on est déjà très haut? Je veux dire qu'on est... Ça n'a aucun sens de faire ce truc-là. Ce qui est scandaleux, et c'est pas la façon dont il va aborder le sujet, c'est qu'on a à la fois des grandes dépenses dans l'administration publique et des services publics qui sont flingués du cul, en fait. C'est ça la réalité. Parce que moi, je veux bien payer tous les impôts que tu veux si l'hôpital est gratuit et super performant, si les transports sont gratuits et super performants, si la justice est gratuite et super performante. Moi, je paierai tous les impôts s'il y a ça. Le problème, c'est que tous ces services publics-là sont flingués aujourd'hui. Ils sont flingués. En fait, les néolibéraux, ils prennent le pognon par les impôts et ils détruisent ce à quoi ce pognon était destiné. Terrible, hein? Terrible, les libéraux. Les plus hauts d'Europe. Et donc, ça veut dire que quand vous produisez 100 dans notre pays, eh bien, vous prélevez 55,4. Ce que nous, on paye avec nos impôts, les Anglais le payent, eux, directement à l'hôpital avec la carte bleue, tu vois. C'est pas comparable, en fait. C'est pas comparable si on met pas en face les services. C'est débile. Et surtout, tu files du fric à un soignant, en fait, ce soignant, il dépense ce fric-là. Donc, si tu organises bien l'économie, ce fric-là, il se met en circulation et ça permet de créer plein d'emplois et tout. Donc, tu peux avoir beaucoup de fonctionnaires, beaucoup plus que tous les autres. Si tu gères bien ton pays, ça passe. Ça passe crème. Alors, il ne faut pas des fonctionnaires partout, parce qu'on n'a pas besoin de fonctionnaires pour les coiffeurs, tu vois. Mais il y a des endroits où c'est nécessaire. Et si c'est bien géré, c'est pas du tout un problème. Pas du tout. Et en même temps, le gars, il ose dire, genre, oui, la NUP, vous êtes démago, patati patata. Mais le gars, il te sort ça sans rien expliquer du contexte. C'est vraiment mentir, c'est se foutre de la gueule des gens, en fait. Ça n'a aucun sens de faire ça. Mais il va dire quand même, oui, on va quand même vous niquer parce que, regardez, 55. Ah ouais, 55, c'est haut, 55, alors que ça devrait être à 46. Pouf! Ah là là, vraiment, si 55 était 46, ce serait beaucoup mieux pour tout le monde, hein. Ce deuxième graphique vous montre sur les prélèvements obligatoires. Est-ce qu'on taxe moins que les copains? Non. Mais vous taxez les classes moyennes et les petites entreprises. Vous taxez pas Total, vous taxez pas Bernard Arnault, vous taxez pas... Enfin, les milliardaires en France ont augmenté de 3 fois leur patrimoine sous Emmanuel Macron. Et encore une fois, je le redis, c'est important, 70 milliards de bénéfices pour les entreprises du CAC 40. 70 milliards. Donc, les prélèvements obligatoires, oui, ils sont élevés, on est au courant, mais pas sur les bonnes personnes. Ils devraient être moins fortes sur les classes moyennes, beaucoup plus fortes sur les plus riches. Parce que eux, ils se tirent avec le pognon, ils investissent dans des industries dont on ne se sert pas 99% des gens, et ils font en sorte juste de balancer ça dans les marchés financiers pour gagner encore plus de pognon, pour mettre ça dans leur putain de coffre-fort d'actions là, et on se fait baiser. Il faut que l'argent circule. Et la meilleure façon de le faire circuler, c'est de prendre le pognon là où il stagne. Il stagne pas chez les plus pauvres. Il stagne pas chez les classes moyennes. Donc arrêtez de taxer comme des cons ces gens-là et taxez ceux qui font de l'épargne, ceux qui font des putains d'actions, là, bordel. Il y a une chose où on est très en dessous de tous les voisins, c'est ça. C'est les heures travaillées tout au long d'une vie. Pas d'autre choix que de travailler davantage. Non. Alors, nous avons un chômage qui est à minima à 7%, qu'on peut estimer à 15% si tu... t'enlèves tout le foutage de gueule qu'il y a derrière. Ça veut dire quoi d'avoir un chômage massif à ce point? Ça veut dire que, de toute façon, il n'y a pas suffisamment d'heures de travail disponibles sur le marché de l'emploi. D'accord? Le problème, c'est pas que les gens ne travaillent pas assez dans leur vie, ne travaillent pas assez dans la semaine, c'est que la société ne permet pas de suffisamment travailler. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et c'est ce que le chômage montre. Tant que tu n'as pas résolu le problème du chômage, ça ne sert à rien de repousser l'âge de la retraite ou d'augmenter le temps de travail par semaine. C'est pour ça qu'eux, ils disent on va résoudre le plein emploi. C'est la seule façon de rendre cohérente l'âge de départ de la retraite. Sauf que le plein emploi ne va jamais revenir. C'est finito, c'est fini, d'accord? Avec toutes les crises qu'on a dans le cul, ça ne va jamais arriver. Donc, monsieur, vous faites de la démagogie. C'est terrible. Mais je vous remets tout dans perspective. Parce et à un moment donné, il va falloir que je pose des questions. Ça se tient. Mais j'essaie de vous dire simplement... C'est bien quand on essaie de défendre ton truc. C'est bien, vas-y. Je sais pas comment tu t'appelles, mais vas-y. Tu fais un bon travail, là. Le laisse pas parler, là. Mais la réforme des retraites, c'est une réforme essentielle si on veut pouvoir continuer à préserver notre modèle social. Les comptes de retraite sont excédentaires.
Malgré toutes les défiscalisations qui ont été faites par la Macronie, les comptes de retraite sont excédentaires. Il y a 150 milliards en réserve et à long terme, il n'y a pas de problème de financement. Voilà. Et c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui le dit. Hein. Ça, c'est le Conseil d'orientation des retraites. On a fait une vidéo là-dessus. On a répété plein de fois parce que c'est le cas. Il n'y a pas de problème de financement du système des retraites. C'est aussi simple que ça. Tu peux dire tout ce que tu veux. Le système des retraites n'est pas déficitaire, n'est pas en danger. Donc, tu ne peux pas justifier le fait de travailler plus longtemps à cause de ça. Oui. Alors d'abord, il faut être cohérent, tous. Je veux bien qu'on me ressorte les déclarations de mars 2017, mais ce n'était pas le même monde. On n'était pas passé par le Covid, une dette massive qu'on a totalement assumée et un choc sur notre économie et la guerre et la crise qu'on vit. Alors je rajoute ça après le montage parce que j'ai pas capté, j'ai pas réagi alors que c'est totalement con ce qu'il dit, encore une fois. Même le montage m'énerve, c'est terrible. Là en gros il dit qu'avant il était contre la réforme des retraites à 65 ans et que maintenant il est pour parce que la guerre, parce que la dette, parce que le Covid. Alors que, il faut se souvenir quand même, en 2019 il avait déjà essayé de faire sa réforme retraite à la con, qui était bien pire que celle qu'il prépare en ce moment. Tu sais, avec les retraites à points, avec Delevoye, avec l'âge pivot qui allait décaler petit à petit l'âge de départ à la retraite. Donc il avait déjà ce projet-là avant la crise Covid, avant la guerre en Ukraine. Donc c'est du foutage de gueule, là, encore une fois. C'est du foutage de gueule. Voilà, on y retourne. Une autre manière de faire, si on ne faisait pas la réforme, c'est de dire on va baisser les pensions. C'est insupportable pour nos retraités. Là, Vous vous rappelez, hein, Macron a été élu avec les voix des vieux. Alors, pas tous les vieux, hein, évidemment. Je vais vite en disant ça, mais si les plus de 60 ans, je crois, n'avaient pas voté, ou même les plus de 70, Macron n'aura pas été élu. D'accord. Ça aurait été Mélenchon ou Le Pen qui aurait été élu, mais ça aurait pas été, il n'aurait même pas accédé au premier tour. Donc, en gros, ce qu'il dit là, en gros, c'est aux vieux, c'est vous inquiétez pas. Gardez vos privilèges, vous pouvez râler sur ceux qui ne travaillent pas, vous les petits retraités, parce que vous êtes hargneux et grochons là. Et là, je ne parle pas de tous les retraités, hein, je parle de ceux qui votent Macron, on est d'accord. Et on ne va pas toucher à votre pension parce que c'est sacré, tu vois. Évidemment, ceux qui ont voté Macron, ce n'est pas ceux qui ont une pension à 800 balles. Hein. D'accord, on se comprend. Si certains sont prêts à s'engager, à dire, nous, on ne veut pas aller jusqu'à 65 ans, mais par exemple, on serait prêt à aller jusqu'à 64 ans, mais... La CFDT. En contrepartie, si vous faites ce geste, on est prêt à travailler un peu plus de trimestres. Parce qu'il y a une autre façon de faire, c'est pas que l'âge légal. On dit quand le gouvernement va rétablir l'esclavage en France, la CFDT, elle partira négocier le poids des chaînes, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. C'est genre, on va faire semblant de négocier quelque chose, et au lieu de 65, on va être 64, mais en augmentant le temps de cotisation, donc ça va rien changer, d'accord, ça va foutre peut-être même plus de gens dans la merde, mais au moins, comme ça, on fait notre travail de syndicat, hein, vraiment. Et en échange, évidemment, en échange de cette belle soumission, la CFDT, c'est sûr, elle n'a pas de campagne médiatique contre elle un mois avant leurs élections professionnelles. Hein. Elle, non, quoi qu'il arrive avant les élections, on en parle comme des vrais partenaires sociaux qui permettent de faire avancer les choses, etc. Tout ça, c'est cul et chemise. Hein. Il y en a qui disent beaucoup, oui, la CGT, machin, le même système que la Macronie. C'est parce que je vois dans les grèves, d'accord, déjà. Et c'est surtout applicable à la CFDT, cette connerie-là. Hein. Contrairement à la grande réforme qu'on voulait faire avant, là, il y aura toujours les mêmes règles pour les fonctionnaires et les salariés du privé. Je pense que ce qu'il a peur beaucoup, c'est un mouvement social à la Gilets jaunes, ou semblable à ce qu'il y avait eu durant la première loi retraite qu'il avait essayé de faire passer, où ça avait bloqué le délire, quoi. Du coup, il essaye là d'être plus stratégique et de dire à son électorat tout va bien, de dire à ceux qui hésitent à se mobiliser vous inquiétez pas, vous allez garder vos privilèges, ils sont beaucoup moins bourrins que ce qu'il était avant avec Édouard Philippe. Donc ils apprennent. Il y a une personne sur deux en France de plus de 55 ans qui est sans emploi. Pour eux, travailler plus, ça paraît donc difficile. Je viens de le dire. Que proposez-vous ? Alors c'est simple, c'est que sur ce sujet, et d'ailleurs c'est pour ça que cette carte pour partie correspond à celle de tout à l'heure, ce qu'on a vu partout dans les pays de l'OCDE, même au-delà de l'Europe, c'est que plus votre âge de départ légal il est tôt, plus les entreprises font des plans pour vous sortir tôt. C'est d'un cynisme complet. Ok, moi je suis d'accord, peut-être que ça existe. Actons que ça existe. Donc ça veut dire qu'au bout de 55 ans, ils disent aux gens dégagez parce que vous coûtez trop cher. On fait la retraite à 64 ans. Qu'est-ce qui empêche les entreprises de ne pas continuer à virer les gens à 55 ans parce qu'ils coûtent trop cher ? S'ils ont énormément de main-d'œuvre à côté qui coûte beaucoup moins cher. Qu'est-ce que ça change en fait de passer de 62 à 64 ou à 65 ? Ça change rien. Parlement. Moi, je souhaite que des accords soient trouvés entre la majorité et des formations politiques qui nous permettent d'avoir la majorité. Les Républicains ? Les Républicains ? Oh, le suspense ! Les Républicains ou pas ? Qui était d'accord pour repousser l'âge de la retraite pendant les présidentielles et législatives ?
Est-ce que c'est les Républicains? Est-ce que c'est le Rassemblement National? Est-ce que c'est la NUP? Ah là là, il n'y en a qu'un seul parmi les trois. On se demande c'est lequel. On voit bien que sur À le budget, l'Assemblée c'est très compliqué. et au Sénat. Mais oui, c'est compliqué. Mais moi, j'ai vu aussi ce qui s'est passé ces derniers jours. Ah, il va en parler, il prend un ton grave. Il prend un ton grave comme il n'en a jamais pris un. Comme évidemment, il dit, oui, les entreprises, Total, ils vivent bien, tu vois, ils font des bénéfices, ils donnent aux actionnaires, mais ça, c'est pas grave. Par contre, la motion de censure, parce qu'il va parler de ça, évidemment, la motion de censure entre la NUP et le Rassemblement National, ça, c'est immonde, ça, c'est démagogique, évidemment. Regardez là, vraiment, il fait la pause. Il n'a jamais fait cette pause-là avant, mais là, il fait la pause. Oui, ça s'est joué à 50 voix près. Mais qu'est-ce qui s'est joué à 50 voix près, madame? La motion de censure. Non, mais j'ai entendu les déclarations triomphalistes de M. Mélenchon. À 50 voix près, on y était. Oui. Mais qui est ce on? L'alliance, donc, de députés, je pense à leurs électeurs ce soir, Le SOM. socialistes, Le écologistes, SOM. communistes, Le SOM. LFI, Le SOM. avec ceux du Rassemblement National. Vous pensez Le que SOM. nos compatriotes qui ont voté pour un député socialiste ou écologiste, ils lui ont demandé de porter une majorité avec des députés du Rassemblement National? Qu'est-ce qu'il raconte? On ne sait pas. Puisque la motion de censure, c'est pas avoir un programme commun avec ceux qui la votent. La motion de censure, c'est juste vous dégagez le gouvernement. Donc le Rassemblement National est pour dégager le gouvernement. La NUP est pour dégager le Rassemblement pour des raisons très différentes, mais ils sont pour le dégager, donc ils votent pour le dégager. C'est pas une union, c'est pas une alliance, et il le sait très bien. Mais là, il fait son démagogue à en crever parce que il a les frousses que à un moment donné, LR commence à réfléchir, à se dire on n'est pas juste des vendus à la Macronie et commence à se dire si on veut garder nos postes pour la prochaine législative, il faut quand même qu'on arrive à être un semblant d'opposition. Et donc, ils vont peut-être commencer à voter aussi, eux, les motions de censure et que du coup, il va être obligé après, évidemment, de dissoudre l'Assemblée puisqu'il ne pourra plus rien voter. Et c'est peut-être ce qui va arriver. Donc, ce qui se dit, c'est que on va faire en sorte de refaire des clivages un maximum entre les oppositions en disant regardez les écolos, vous qui êtes des bobos antiracistes un peu nuls, des machins contre le Front National, et ben vous avez en fait une alliance de fait avec le Front National parce que vos députés ils veulent gouverner avec eux dans un gouvernement uni entre les fachos et les gauchistes et tout, alors que c'est pas du tout le cas, c'est juste un vote de motion de censure. Calme-toi frérot. Mais il est dans ce truc-là pour essayer de décrédibiliser un maximum ces oppositions-là, pour les faire passer pour une opposition d'extrême, pour faire en sorte que ce soit la Macronie qui récupère les voix, parce qu'évidemment, ni de gauche ni de droite, progressisme, mais pour les entreprises et tout ça, bref, il est dans une stratégie politique, il ment de manière honteuse pour ça. Et oui, c'est une bonne chose que le Rassemblement National ait voté cette motion de censure de la NUP. J'espère qu'ils vont continuer à le faire autant que possible et j'espère qu'il y aura de plus en plus de députés qui vont la voter parce que c'est comme ça qu'on va réussir à débloquer la situation à l'Assemblée nationale et qu'on va avoir l'opportunité à un moment donné de revoter et peut-être d'avoir une majorité différente. Ils lui ont demandé de déposer une motion de censure qui, à dessein, a été changée par cette coalition baroque de la NUPS. Qu'est-ce qui vous met en colère? Mais ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est... Toi, il se met en colère contre la NUPS, enfin la NUP, et il se met pas en colère contre les actionnaires qui se gavent. Vraiment, ça dit tout, tu vois. Il a ce visage-là quand il parle de Mélenchon, et il est tout souriant quand il parle des actionnaires de Total. C'est ça la réalité. Le désordre. Le désordre, messieurs, dames. C'est qu'ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé quoi? Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement National. Mais ce qui est hypocrite à en crever dans ce qu'il dit là, c'est que la Macronie, à l'Assemblée nationale, ne fait que faire des alliances avec le Front National sur énormément de sujets. Pas tous, mais sur beaucoup. Sur l'ISF, sur les super profits, sur l'indexation des salaires. Et c'est normal, c'est pas un reproche, parce que le Rassemblement National, ils ont leurs idées, les macronistes, la leur, les NUP, les leurs, tu vois. Donc c'est normal que des fois, ça passe, tu vois, en mode les macronistes et le Rassemblement National, ils ont des intérêts communs sur le libéralisme économique, en gros, c'est à peu près ça sur lequel ils sont d'accord, et sur des sujets peut-être, disons, aller plus sociétaux, il peut y avoir des liens entre la Macronie et la NUP, et du coup, ils votent des lois en cette faveur-là, quand le Front National, eux, vont voter contre. Et c'est normal, parce qu'il y a des points communs, en fait, entre toutes ces organisations-là. Et un des points communs, c'est pas le seul, mais un des points communs entre la NUP et le Rassemblement National, c'est qu'ils veulent dégager le gouvernement. Donc, ils votent pour dégager le gouvernement. Point. C'est une vie d'assemblée. On vote pour des lois. On vote pour des actions. On vote pas pour des idéologies. On vote pas machin. C'est au cas par cas. Et bien là, cas par cas, ils veulent vous dégager et c'est très bien.
Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'il y a le désarroi de tant de familles et qu'il nous faut être aux côtés des Français, ils ont montré une chose. Ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail, de la solution. Ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail. Le mérite, l'ordre, le travail. Vraiment. C'est pétiniste de merde. Hein. De l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme. Et je vous le dis, ça ne mènera à rien. Parce que ces gens-là ne sauront pas demain gouverner ensemble. Ils se sont tous... Mais c'est pas le sujet. Aucun de la NUP ne veut gouverner avec le Rassemblement national. Aucun du Rassemblement national ne veut gouverner avec la NUP. Ils ont des programmes totalement différents. C'est juste des opposants qui font un travail d'opposition. Pour une fois, ils le font bien. Donc c'est juste ça. Il n'y a pas de projet de gouvernance commune. Rien du tout. C'est plus. Et qui ne veulent faire aucune réforme. Je serai de ce côté-là, car c'est le côté de l'avenir. Ah, t'inquiète frérot, on va en faire des réformes. L'enjeu. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la Chine qui protège son industrie, les États-Unis qui protègent son industrie, et l'Europe qui est ouverte à tous les vents. On doit changer. Vous êtes devenu protectionniste ? Regardez mon discours il y a 5 ans à la Sorbonne sur l'Europe. Souveraineté européenne. Je ne crois pas au protectionnisme national, ça ne marche pas, on est un marché ouvert. Je n'ai jamais cru à l'Europe supermarché. Alors la souveraineté nationale, ça ne marche pas parce que les marchés sont ouverts. Mais par contre, la souveraineté européenne est nécessaire parce que sinon on laisse les marchés ouverts. Malin le Macron, hein, malin. Hein. Il prend le même argument pour dire oui et pour dire non, c'est fou. Hein. Nicolas Sarkozy vous dit dans le JDD dimanche, vous l'avez fortement lu, il dit « Je souhaite qu'on revienne sur l'interdiction faite à la recherche sur le gaz de schiste. Le progrès est une chance pour la France. Le refuser n'est rien d'autre que de l'obscurantisme. » Ils ont vraiment 3 mots qui tournent en boucle. Hein. Démagogie, obscurantisme, progrès. Et avec ça, ils nous baissent depuis 40 ans. Quoi. Et elle disait « Je devais opérer un enfant de 4 ans d'une maladie grave du foie. J'ai appris que je ne pourrais pas l'opérer avant janvier 2023 en sachant les risques qu'encourt cet enfant. C'est insupportable. C'est insupportable pour elle. C'est insupportable pour vous aussi. » Oui, évidemment. Alors que répondez-vous à ces appels de pédiatres Bon, bref, je sais pas si je pense qu'on va arrêter là, ça sert à rien de reboucler. Pareil, la santé, ça fait des années et des années que c'est la même situation, que ça empire. Ça fait des années qu'on entend le même discours en permanence de il faut soigner nos hôpitaux, faire en sorte que tout le monde puisse avoir des soins gratuits, machin, tout ça. Mais que dalle, ça ne change rien, tu vois. Ils sont là à blablater, rien ne change. C'est ça qui est insupportable avec la Macronie. Bon, on a fait 55 minutes. Là, ça me saoule. C'est bien, on a fait 55 minutes. Je sais pas, peut-être qu'il a fait un discours à la fin. Oui, la France, machin, le progrès, faut garder le cap, être contre les énergies négatives, tout ça. Voilà, c'est Macron, on connaît. C'est ça qui est l'important, je crois, c'est de pouvoir lutter collectivement contre la langue de bois. Et pour ça, il faut faire de l'analyse de discours. Et regarder Macron. Et moi, je vais aller manger des pâtes au sarrasin avec de la ratatouille, je pense. Je pense que je vais faire ça. Ça va être une soirée d'anthologie incroyable. Allez, des bisous.